Tout le monde est là? C'est reparti? Donc ce qu'on vient de voir depuis tout à l'heure, c'est une vision, je dirais, superficielle, d'accord, de ce qu'on peut faire dans la vie déjà. Si vous apprenez cette façon de voir, toujours tourner les événements en votre faveur, les choses vont déjà changer. Alors, par manque de temps, je ne pourrais pas développer une vision plus profonde de tout ce qu'on peut faire. Ce sera pour la prochaine fois, je vous le promets. Je n'oublierai pas, parce que le temps est trop court à chaque fois. Donc non seulement le Bouddha a enseigné donc, dans le Nomo Dharma, d'accord, la bonté, de voir la réalité, la vérité des choses, d'observer les lois naturelles. Il a aussi abordé des notions sur la santé. Alors la santé, selon la vision du Bouddha, c'est qu'il a enseigné une triple discipline. Sachant que c'est avec ses disciples, tout au départ, ils vivaient dans la forêt. Donc il n'y avait pas grand-chose dans leur vie. Donc cette triple discipline, elle va être quelque chose de facile à contenter dans la vie. Donc ils vont apprendre à se contenter de très bonnes choses. Ils vont également apprendre à entrer dans cette deuxième discipline, c'est-à-dire utiliser tout ce qui est facile à trouver. Et troisièmement, que ce qui est facile à trouver ne doit comporter aucune conséquence néfaste. D'accord? Donc, pas de conséquences néfastes. Et cette triple discipline va être mise en pratique dans 4 domaines. Le premier domaine, ça va être la nourriture. Est-ce que vous savez qu'à son époque, il n'avait pas de nourriture tous les jours à manger? Donc, il se levait à 2 heures du matin pour méditer jusqu'à 5 heures. De là, ils vont sillonner les villages pour demander l'aumône, de la nourriture. Et selon la générosité des gens, mais soit ils en reçoivent, soit ils n'ont rien, ils rentrent bredouilles. Ça arrive aussi. À ce moment-là, dans tout ce qui est aliments, facile à contenter, c'est-à-dire on va manger tout ce qu'on vous donne. Vous ne choisissez pas ni le goût, ni la texture, ni la nature du plat. Facile à trouver, on sillonne les villages et on trouve. Et si ce qu'on mange, ça fait juste vivre, alors c'est sans conséquences néfastes. Deuxième domaine, c'est se vêtir, d'accord? Les vêtements. À l'époque,
pas attirer l'attention des bandits, il a décidé d'utiliser comme vêtements seulement 3 morceaux de tissu en lambeaux. C'est-à-dire qu'il trouve dans les déchetteries, dans les déchets, d'accord, tout ce que les gens rejettent, tout ce dont ils n'ont pas besoin. Donc, ils vont utiliser 3 morceaux de tissu pour former les vêtements. Donc, il y a le bas, le haut, et comme un gros châle, d'accord, pour se couvrir. Donc, facile à contenter, facile à trouver, et sans conséquences néfastes. Le troisième domaine, c'est avoir un abri. Alors, c'est très simple. Dans la forêt, c'est sous un arbre, pour chacun d'entre eux. Ou, parfois, ils peuvent trouver aussi des maisons en ruine, où ils peuvent s'abriter, au moins avoir des murs, etc. Voilà. Donc, facile à trouver, facile à contenter, et sans conséquences. Quatrièmement, il va apprendre à ses disciples à se soigner, de trouver les remèdes. Donc les remèdes doivent être faciles à contenter, faciles à trouver, et sans conséquences néfastes, c'est-à-dire sans effet secondaire. Donc nous allons nous intéresser à cette partie concernant les remèdes. Avant d'entrer dans les remèdes, je vais vous expliquer quelques principes de la santé selon le Bouddha. Donc vous avez entendu parler, depuis quelque temps déjà, de l'énergie, d'accord ? Dans le corps humain, nous avons autant d'énergie froide que l'énergie chaude. Ça, c'est la santé. C'est l'équilibre entre le froid et le chaud. Le jour où vous avez un déséquilibre, soit une diminution de l'énergie chaude, à ce moment-là, il peut y avoir maladie. Ou, inversement, vous pouvez avoir ce type de cas, plénitude de chaleur et vide de froid. Donc là, il s'agit, lorsque une personne va être en plénitude de froid, qu'est-ce qu'on va faire? On va réchauffer. Cette notion énergétique, elle existe, c'est très simple à vous faire comprendre. Par exemple, vous êtes exposé au soleil et il fait 35 degrés dehors. D'accord? Quand vous restez 1 heure, 2 heures, 3 heures en plein soleil, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, la chaleur, d'accord, va augmenter. Vous êtes d'accord? Et la fraîcheur à l'intérieur de votre corps va diminuer. Ce qui va vous amener une fatigue, une certaine fatigue. Et ça dépend de votre endurance. Lorsqu'on atteint cette fatigue, ça veut dire qu'on a perdu l'énergie froide au détriment de l'énergie chaude qui ne fait qu'augmenter. Il est donc impossible qu'une personne se fatigue sans perdre de l'énergie. Vous êtes d'accord? C'est impossible que vous tombez de fatigue sans perdre quelque chose. Et lorsqu'on amène cette personne qui est tout près de perdre conscience, à l'intérieur,
avec de la fraîcheur, à l'ombre, avec une boisson fraîche, d'accord? Qu'est-ce qui va se produire? On va voir l'augmentation du froid, d'accord? Et diminution du chaud. À ce moment-là, vous retrouvez l'équilibre et la personne se trouve bien. Maintenant, si vous exposez une personne à -5, -10, qu'est-ce qui va se produire? Donc là, c'est le froid qui va augmenter et la chaleur à l'intérieur de son corps va diminuer. Et cette personne va devenir, avec la plénitude de froid dans son corps, fébrile. Donc il est impossible qu'une personne puisse devenir fébrile s'il n'a pas perdu d'énergie quelque part. C'est d'accord? C'est logique. Et donc, si on lui apporte, on va l'amener à l'intérieur, près de la cheminée, on va lui donner une boisson chaude, et là, ça va rééquilibrer. Et ça y est, cette personne va retrouver un bien-être physique. Vous voyez? Donc parmi ces remèdes, vous avez des remèdes qui vont venir de l'intérieur. Alors, donnez-moi un exemple de remède qui peut venir de l'intérieur. Alors là, ce n'est pas un remède. Bravo. Alors, on va apprendre, comme on a dit tout à l'heure, la pensée, d'accord? Attention à la pensée, donc le mental ou la conscience. Donc c'est un travail intérieur que vous pouvez faire pour déjà équilibrer l'énergie intérieure, d'accord? Entre le chaud et le froid. Vous avez alors, je pourrais mettre extérieur, mais c'est pas, ce sera en rapport avec le corps. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui apporter au corps, là? Qu'est-ce qu'on peut lui apporter au corps? Alors, sans absorber dans un premier temps, d'accord? Sans absorber. Alors, par exemple, s'il est malade, on peut faire de l'acupression, d'accord, pour augmenter l'énergie chaude ou froide ou en diminuer, selon les contextes. On peut aussi, par exemple, utiliser des postures de yoga. On peut utiliser les massages. On peut utiliser, je ne sais pas si vous connaissez le gua-sha. Donc en Asie, pour évacuer certaines énergies pathogènes, on va utiliser on peut même prendre une cuillère par exemple, hein, une cuillère métallique ou en porcelaine comme vous voulez, ou un objet, un couvercle de, je sais pas, du baume du tigre par exemple. Et vous mettez de l'huile et vous frottez, 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 frottez. Alors ça fait comme des ventouses si vous voulez. L'effet sur la peau, ben, ce sera comme des ventouses, d'accord? Vous voyez, c'est rouge, il y a comme des hématomes qui viennent. Voilà, donc on peut utiliser ça aussi pour chasser de l'énergie pathogène. Puis après, vous avez aussi, maintenant, on va apporter quelque chose de l'extérieur, comme remède. Alors ça peut être des aliments déjà, d'accord? Des aliments. Donc sous forme de légumes, de fruits, et aussi des plantes médicinales. Voilà.
Et maintenant, on va utiliser, ça ce sont des choses qui viennent de l'extérieur. Est-ce que vous voyez qu'est-ce qui peut provenir de l'intérieur et constituer un remède? Comment? Les pensées. Alors ça, on était là. Mais maintenant, c'est quelque chose d'abstrait, d'accord? Qui vient de l'intérieur, qui peut être utilisé comme moyen thérapeutique. Maintenant, quelque chose qui vient de l'intérieur, qui est concret, qui est physique. Quel liquide, madame? Pardon? L'urine. L'urine. Alors tout à l'heure, il y a quelqu'un qui en a fait l'expérience. Il va peut-être raconter ça. Et qu'est-ce qu'il y a encore qui vient de l'intérieur et qui peut être utilisé comme remède? Salive. Non, concret. Ça appartient à tout ça, on va dire. Hein, ça appartient à tout ça. Méditation, etc. Voilà. La salive. La salive. Le sang. Alors, il ne faut pas oublier qu'on est à 600 ans en arrière. Pardon? Les organes? Mais il ne peut pas faire de transfusion il y a plus de 2000 ans, hein? N'oubliez pas. Bravo! Alors, des excréments. Alors, vous voyez qu'au jour d'aujourd'hui, ça, est-ce qu'on peut utiliser ça comme thérapie? Oui ou non? Voilà, transplantation des microbiotes fécales. Est-ce que vous vous rappelez, lors de la 4e conférence, on avait parlé des effets de la méditation sur le cerveau, sur les intestins. Vous vous rappelez? Qu'il y avait des microbiotes dans vos intestins, dans vos tubes digestifs. Et donc, au jour d'aujourd'hui, soit on va extraire des selles d'un sujet sain, extraire des microbes, d'accord? Des selles d'un sujet sain, et on va l'injecter par voie anale au sujet malade, c'est-à-dire qui est atteint de problèmes intestinaux, maladie de Crohn, etc., etc. Oui. Alors, deuxièmement, les selles. La deuxième voie d'entrée des selles dans le corps, maintenant, ils vont prendre des selles d'un sujet sain dans une poche qui possède un couvercle. Vous amenez ça au laboratoire. Il y a un robinet en bas hein, pour vider l'urine. Vous amenez ça au laboratoire, le laboratoire va injecter un diluant. Et la poche va être pleine de sel et de liquide. Puis cette poche-là, on va introduire une sonde nasale pour faire rentrer directement dans l'estomac. D'accord? Pour amener des bons microbes dans l'ensemble du tube digestif, depuis l'œsophage, depuis l'estomac, duodénum, intestin grêle, etc., jusqu'aux gros intestins. Alors, à l'époque du Bouddha, lui demandait de manger. Oui, alors je vais répondre à ça, à cette observation, d'accord? Donc, comme il utilisait les sels, soit il les mélangeait aux urines et il buvait. Alors, ça a comment je dirais, des effets très forts, hein? Ça vous fait transpirer, d'accord? Ça vous fait transpirer, dont la transpiration est une voie d'élimination des toxines, d'accord? Ainsi que la respiration, ainsi que les organes d'essence. Par exemple, quand vous pleurez,
parce que vous avez une conjonctivite, etc. C'est pour éliminer aussi. Par exemple, quand vous avez du pus qui sort des oreilles, ou des sécrétions nasales, eh bien, ce sont des voies d'élimination. Ou il peut utiliser des sels. Alors, il les fait griller comme des barbecues, d'accord? Et lorsque c'est réduit, lorsque c'est tout sec, il réduit en poudre. Il met ça dans les urines et il buvait ça. Et ça, c'est des remèdes, mais hyper efficaces. Mais nous, on va s'intéresser plutôt à l'urine. D'accord? On va s'intéresser plutôt à l'urine. Alors, est-ce que vous voyez bien? Donc c'est juste pour vous faire un rappel. Vous voyez ici qu'on a l'aorte, d'accord, qui va amener le sang rempli d'oxygène. Et ça va rentrer dans les reins. Et les reins vont faire un travail de filtration. Puis, ce travail de filtration va faire sortir l'urine à travers l'urtère, là, les deux ici. Ensuite, ça va dans la vessie, l'urètre, et c'est la sortie. D'accord? Tout le monde voit ça. Si maintenant, je vais détailler alors, vous voyez toujours, comme la photo de tout à l'heure ici, les reins, les urtères, vessie et urètre. D'accord? Quand on regarde de plus près le rein, on va le disséquer, on voit cette forme-là à l'intérieur. Je ne vais pas vous donner beaucoup de détails pour ne pas vous compliquer la vie. Il faut juste savoir que les urines, c'est juste le résultat d'une filtration provenant de quoi? Du sang. Alors donc, les urines, c'est juste une partie de votre sang. C'est un liquide résultant de la filtration de votre sang. Donc, le sang artériel qui est chargé en oxygène va rentrer par là, se distribue un petit peu partout, d'accord? Puis, une fois que c'est fait, vous avez des veines qui vont ramener le sang chargé en dioxyde de carbone pour ramener vers la veine porte, veine cave, pardon, inférieure, et ça va rentrer dans le cœur, et ça fait le circuit vers les poumons et revient vers le cœur. Si on fait une petite découpe là, et on regarde au microscope cette partie-là, on vient ici. Alors on voit, vous voyez un tube là, un tube jaune. Un tube jaune avec des nœuds, un petit peu ici. Ça, c'est une unité de filtration dans les reins. Donc c'est ce qu'on appelle un néphron. D'accord? Un néphron, c'est juste une unité qui va filtrer le sang artériel pour donner les urines. Et si on regarde encore au microscope, vous allez tomber sur ce schéma, ce qu'est qu'un néphron. Alors je vais vous expliquer pour que vous ne perdiez pas, parce qu'il y a beaucoup de nœuds. Donc à l'intérieur du néphron, vous voyez qu'il y a, donc les artères deviennent plus petites, et on appelle ça des artérioles. D'accord? Ici, vous voyez l'artériole, qu'on appelle afférente. Afférente, ça veut dire ce qui arrive. C'est le sang qui va arriver dans le néphron. Donc le sang va rentrer dans l'artériole. Donc au départ, regardez ici, ça rentre dans l'artère, vous voyez. Et puis après, quand ça se distribue là, ça devient de plus en plus petit. Et ça va nourrir, ça va rentrer dans les néphrons. Et ici, vous avez une capsule pour protéger
une pelote d'artériole, pardon. Alors, après, je vais vous montrer en détail et vous allez comprendre comment ça se filtre. Donc, le sang arrive par là, rentre dans cette pelote, protégée par une capsule. Une fois que la filtration se fait ici, le sang en ressort par l'artériole efférente. D'accord? Afférent, ça veut dire l'arrivée, efférent, ça veut dire le départ. Et l'urine, qui est primitive dans un premier temps, qui sort, le liquide qui sort de cette pelote qu'on appelle le glomérule, d'accord? Va arriver dans un tube, dans un tubule, qui fait des nœuds qu'on appelle contournés. Et puisqu'il est tout près de la sortie, on l'appelle contourné proximal. Proximal, c'est proche, d'accord? Donc, l'urine va sortir, va rentrer dans ce tube, va descendre dans cette partie qu'on appelle l'anse de Henle, donc c'est comme une anse de seau, si vous observez bien, en jaune, puis remonte ici, et ensuite, ça va contourner pour regagner ici, vous voyez, le tube collecteur. Donc ça fait un circuit, ça descend, ça remonte, puis ça vient ici, dans le tube collecteur, que vous voyez ici, d'accord, le tube collecteur. Alors, comme il y a près d'1 million, ben vous imaginez la filtration dans chaque rein, ce que ça fait, c'est énorme. C'est énorme. Donc du coup, le liquide va sortir des tubes collecteurs, il y en a plein, ça va arriver ici, puis ça sort vers les urètres, urtères, vessie et urètres. Est-ce que vous voyez à peu près? Voilà. Alors du coup, on va reprendre le tableau. Vous dites tout à l'heure que l'urine est considérée comme déchet. Est-ce que pour vous, l'urine est considérée comme un déchet? Oui ou non? Est-ce que c'est sale? C'est stérile. Ah, alors. Donc, c'est stérile. Donc, on peut l'utiliser ou pas? On peut l'utiliser. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous voyez d'autre là? Pourquoi vous considérez comme un déchet? Parce que c'est rejeté par le corps. C'est ça? Alors attention, parce que tout va dépendre de la perception maintenant. Est-ce que ça va être sale ou propre, hein? D'accord? Est-ce que ça va être sale ou propre? Tout va dépendre de ça. D'accord? Alors, à l'époque du Bouddha, il utilisait l'urine dans 3 domaines. Je vous ai dit que quand il sortait pour aller chercher la nourriture chez les gens, il pouvait rentrer bredouille. Donc il n'y a rien à manger. D'accord? Alors qu'il faisait un repas par jour. Hein? Donc il n'a rien à manger. Alors qu'est-ce qu'il fait? Donc il boit. D'accord? Il va utiliser ça comme aliment.